Si vous ne lisez pas la presse, vous n'êtes pas informé. Mais si vous lisez la presse, vous êtes mal informé. Cette phrase remonte à Mark Twain et elle n'a jamais été plus d'actualité qu'aujourd'hui, ou peut-être autrement pour l'entrée en guerre des États-Unis dans la guerre espagnole pour mettre Cuba sous protectorat, déjà à l'époque où on parlait de journalisme jaune. Jaune, la moitié du drapeau de l'Ukraine. C'est vraiment le bon moment pour faire un petit point sur cette guerre abominable qui a fait au moins 500 000 morts côté ukrainien. Et je ne parle pas des estropiés, des personnes défigurées à vie. Je parle du ravage d'une nation par ses meilleurs amis. Et je parle de la honte innommable de tous les crétins à drapeau qui prétendaient être les amis de l'Ukraine et qui l'ont entraîné comme autant de pom-pom girls ensanglantées vers une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner et dans laquelle elle a ravagé et sacrifié la fleur de sa jeunesse et son économie ainsi que son futur à travers tout le 21e siècle. C'est ça la guerre en Ukraine. Et maintenant, il est temps d'en faire un petit bilan, en particulier en tirant les leçons de ce qui a déjà été fait. Parce que 20 ans plus tôt, oui, on avait eu les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Est-il besoin de le rappeler, la guerre d'Afghanistan, 2000 milliards de dollars détournés. Oui, détournés. Le Pentagone n'arrête pas d'être audité et à chaque fois, il ne passe pas ses audits. Vous, votre entreprise ou vous-même, si vous êtes audité pour 600 € aux États-Unis et 600 $, vous avez un contrôle. Mais non, le Pentagone, de façon régulière, ne peut expliquer des pertes de l'ordre de la centaine de milliards. Ça, c'est routinier, ou de l'ordre du millier de milliards, et ça ne pose aucun problème. Et bien évidemment, les dépenses du Pentagone pour la guerre d'Afghanistan n'ont pas été auditées rigoureusement. De la même façon que, comme vous le savez, pendant l'événement rocambolesque où on nous disait que Wagner allait prendre Moscou, il y avait déjà plusieurs milliards qui avaient disparu du Pentagone sans qu'on sache vraiment où et pourquoi. Et une des hypothèses avait été que peut-être le groupe Wagner avait arnaqué la CIA en lui disant « nous allons faire un coup d'État pour tant de milliards » et se serait barré avec l'argent. C'est tout à fait envisageable. Alors la guerre en Ukraine. Revenons déjà aux guerres d'Afghanistan et d'Irak. La guerre d'Irak, la deuxième, celle de 2003, était un mensonge de presse criminel et on revoit les mêmes phénomènes, c'est-à-dire du terrorisme intellectuel. Si vous aviez osé dire à l'époque que la fiole présentée par Colin Powell aux Nations Unies ne contenait pas d'anthrax, vous étiez un dangereux complotiste, platiste, incitateur à la haine et tutti quanti. Et déjà, à l'époque, des proches des néoconservateurs américains, des gens dont l'honneur est tellement sujet à caution qu'on ne mentionnera pas leur nom indigne dans cette vidéo, avaient pratiqué abondamment le terrorisme intellectuel pour taper sur quiconque disait « Attendez, la guerre en Irak est stupide, il n'y a pas de lien démontré entre Al-Qaïda et Saddam Hussein, elle va ravager la région, elle va créer des groupes terroristes, Daesh, elle va complètement détruire des populations et en jeter d'autres sur les routes qui vont devenir des migrants. Il n'est pas une bonne idée de faire la guerre en Irak comme il n'était pas une bonne idée de faire la guerre en Libye. On voit aujourd'hui comment on nous vend les guerres. Alors les Guignols avaient fait déjà une analyse très bonne, la guerre façon marketing, créer le besoin et ensuite vendre la solution. Donc on crée le besoin, mon Dieu, on va tous mourir, mon Dieu, Saddam Hussein a des armes de destruction massive, mon Dieu, Kadhafi distribue du Viagra pour violer sa population. C'était complètement faux, bien sûr, comme toutes les autres désinformations, les grands crimes de presse qui avaient mené à cette guerre. Et ensuite, on apporte la solution, il faut réduire la Libye à l'âge de pierre. Aujourd'hui, il y a des marchés aux esclaves en Libye, tout va bien. Et pour l'Irak, le pays est durablement ravagé, sans aucune souveraineté. Elle est belle, la démocratie qu'on était censé lui apporter. La guerre en Ukraine, c'est la même chose, c'est un déroulement, un tissu de mensonges, de crimes de presse ensanglantés. On ne peut pas dire les choses autrement. Ce sont des crimes de presse meurtriers. Les crétins qui ont vendu la guerre en Ukraine ont 500 000 Ukrainiens sur la conscience. Alors vous allez me dire, la guerre en Ukraine, bien sûr, si vous suivez le média vert des médias ringards français, elle est complètement non provoquée, ce sont les Russes qui l'ont déclenchée, bien entendu. Il n'y avait absolument rien avant. Revenons un petit peu en arrière, justement. Les événements de 2014, j'ai eu la chance de vivre en Ukraine, qui avait été une ville magnifique. Comme le Berlin du début des années 90, une ville
pleine de liberté, pleine d'optimisme, une ville très intéressante. Et même sur le plan de son urbanisme, c'est une ville charmante. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? Vous avez eu un coup d'État, disons-le, un coup d'État orchestré par la CIA. Il faut voir les choses en face. Je veux dire, tous les 10 ans, on a les preuves par déclassification. C'est un peu comme quand on fait sauter des mines, vous savez. On a des gros scandales, alors il faut les faire sauter, on en parle et on oublie, c'est 10 ans trop tard. Mais tous les 10 ans, on a les preuves que la CIA commet des crimes très graves. Que ce soit des meurtres, des arrestations arbitraires, des déportations, des violations des droits fondamentaux humains. Et je vous parle même pas de l'opération MK-Ultra, qui était fondamentalement un crime contre l'humanité, et de toutes les autres exactions gravissimes dont la CIA s'est rendue coupable et qui sont déclassifiées tous les 10 ans. Alors oui, on nous dit, certes, la CIA a commis des atrocités dans les années 50, certes, elle en a commis dans les années 60, certes, elle en a commis dans les années 70, certes, elle en a commis dans les années 80, certes, elle en a commis dans les années 90, où elle s'était mouillée d'ailleurs avec les narcoterroristes colombiens. Mais on vous promet, dans les années 2000 et 2010 et 2020, ah non, la CIA c'est fini, elle a arrêté de faire des saloperies. La CIA est littéralement payée pour faire des coups d'État, elle en a fait plein par le passé. Alors il faut vraiment être un crétin, ou bien un journaliste prostitué, pour croire que la CIA n'a pas pu envisager la possibilité de la velléité de l'ombre de faire un coup d'État en Ukraine. Évidemment que c'est ce qu'elle a fait. Que s'est-il passé en 2014 ? Eh bien donc, vous avez eu un coup d'État financé par les États-Unis, profondément organisé, qui a décidé de mettre une petite minorité agissante, extrêmement dangereuse, l'extrême droite ukrainienne. Et alors, c'est magnifique de voir comment elle a été blanchie dans la presse, au même moment où certains humoristes, un peu lourds, il faut le reconnaître en France, se faisaient taxer d'incitation à la haine. Eh ben, on nous blanchissait dans la presse française le bataillon Azov et Stepan Bandera. Stepan Bandera, collaborateur nazi qui a tué des dizaines de milliers de juifs et torturé aussi, ainsi que de Polonais. Ah bah oui, c'est un héros le mec, pas de problème. Hein. Il y a des avenues qui portent son nom en Ukraine, tout va bien. Et le bataillon Azov, dont littéralement la charte fondatrice nous déclare que son objectif est de mener la race blanche dans un combat contre les sémites qui l'ont intoxiqué, bah c'est nos amis. Alors on a certains, bon, qui sont pas très futés, mais qui sont au moins un tout petit peu courageux. Je pense à Klarsfeld. C'est pas le couteau le plus affûté de la cuisine, je le reconnais. Mais tout de même, le type a sorti un tout petit peu son courage pour dire non, je peux pas décemment blanchir les conneries du bataillon Azov. C'est pas possible. Vous comprenez, c'est pas possible. Je sais que Libération l'a fait, je sais que tout un tas de journaux en France l'ont fait sur ordre, hein, parce que c'est sur ordre fondamentalement de Washington. Mais bon, moi, je peux pas faire ça, parce que c'est un petit peu contraire à ce pourquoi je me suis battu, ou plutôt mes parents se sont battus toute leur vie. Et c'est bien. Bravo à lui, honnêtement. Maintenant, on a décidé de mettre une extrême droite fondamentalement anti-russe au pouvoir par un coup d'État, j'insiste, en Ukraine. Et cette extrême droite, on lui a vendu l'idée qu'elle pourrait gagner une confrontation avec la Russie. Ça, c'est le crime fondamental en Ukraine. Le crime de dire, allez-y, on vous soutiendra, vous entrerez dans l'OTAN, vous entrerez dans l'UE, et ce que vous allez faire, c'est... d'après les mots du joyeux petit télégraphiste Bruno Le Maire, provoquer l'effondrement, je le dis avec toute la morgue de cette, je ne vais pas dire abruti parce que ce serait même trop gentil, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Bon, 2 ans plus tard, bientôt 3 ans plus tard, on a une Russie qui fait du 3,5% de croissance, on a des exportations d'hydrocarbures russes qui ne se sont jamais mieux portées et qui en plus sont à destination de la France via l'Inde, ce qui a renforcé davantage la coopération entre la Russie et l'Inde. Tant mieux, oui, la Russie n'a jamais été aussi isolée, mais bon, on a oublié, hein, dans le paysage audiovisuel français, pas dans le pif, le paysage internet français un tout petit peu plus agile intellectuellement, de souligner que la Burj Khalifa aux Émirats, fraîchement entrée dans les BRICS, avait été illuminée des couleurs de la Russie. Mais ça, c'est évidemment un grand signe d'isolement. Quand vous avez la tour la plus haute du monde qui est illuminée des couleurs de votre drapeau, c'est un signe patent d'isolement, vous en conviendrez. Alors, dans la foulée, on nous a dit que l'armée russe était un mélange de corrompus et d'inefficaces, etc. Et que l'armée ukrainienne, bien sûr, ne souffrait aucune corruption. Et encore moins, donc, ne se bardait d'un signe de division SS ou d'un signe nazi comme l'inénarrable SS à qui l'administration Trudeau et le Parlement canadien a fait une standing ovation, si c'est pas complètement écœurant. Encore une fois, pendant que des journalistes lourdingues et des humoristes lourdingues se faisaient taxer d'incitateurs à la haine pour le quart du 10e, du 20e, du genre de conneries qu'avait fait ce joyeux SS standing ovationné au Canada. Mais donc le problème est plus grave, c'est la désinformation criminelle, j'insiste, il faut en revenir là. Cassez vos télés. Parce que le paysage audiovisuel français a tué et est responsable
200 de milliers de morts en Ukraine. Et oui, les faux amis sont ceux qui vous disent ce que vous voulez entendre. Ah oui, camarade du bataillon Azov, bien entendu, tu vas mettre la Russie à genoux, tu en rêves. Tu en rêves. Eh bien, c'est ce qui va se passer. On va te donner tout ce qu'il faut pour mettre la Russie à genoux. Tu vas pouvoir triompher et montrer que tu es capable de mettre Poutine à genoux. Mais c'était complètement irréalisable. C'était une guerre que la Russie ne pouvait pas perdre. Et en incitant systématiquement l'Ukraine, cette nouvelle Ukraine post-coup d'État, à provoquer systématiquement la Russie, une guerre était inévitable. Et oui, les populations du Donbass sont russophones. Et oui, elles sont russes dans certaines villes en majorité. Et oui, la façon dont elles ont été traitées et le nombre de morts qu'il y a eu civils. Et oui, une certaine presse disait « Non, ce sont des combattants, ce sont des militants. » Pas du tout. Vous avez eu des enfants qui ont été tués. Et vous avez eu des dizaines de milliers de morts civils dans le Donbass de 2014 jusqu'au déclenchement de la guerre. Et en plus, cerise sur le gâteau, on a cette légendaire interview où François Hollande, avec toute l'agilité mentale qu'il caractérise, se fait prendre au piège d'imposteurs russes. Et François Hollande admet, oui, bien sûr, les accords de Minsk, nous n'avions absolument pas l'intention de les faire respecter. À propos des pourparlers de paix, je vais être honnête maintenant en ce moment. Les accords de Minsk étaient à l'origine désavantageux pour l'Ukraine, malheureusement. Bien sûr, nous n'aurions pas dû accepter les plans de Poutine de négocier avec les séparatistes. C'est notre faute. À Minsk, comme tu t'en souviens, nous n'étions pas autorisés à dormir ou à manger. Et nous avons signé ces accords. C'était une torture. Et toi-même, tu te rappelles, tu me persuadais de les signer et Angela disait aussi que ce serait mieux. Eh bien, on peut voir où ça nous a emmenés. Oui, même si dans les accords de Minsk, il y avait l'affirmation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et du contrôle de la frontière qui devait être rétabli. Mais tu as raison, nous nous sommes enlisés après Minsk. C'est la faute, hélas, de l'absence de pression suffisante du camp européen sur Poutine pour qu'il puisse y avoir le retour à l'intégrité territoriale et la fin du séparatisme. Notre objectif était d'endormir les Russes pour pouvoir davantage les emmerder par la suite et puis surtout se préparer à une guerre qui ne pouvait être que victorieuse. C'est bien ce que l'OTAN nous avait dit. Ça, c'est le problème quand vous sniffez votre propre cocaïne, quand vous sniffez votre propre propagande. Il faut se rappeler tout ce qu'on a dit sur Poutine, qu'il était autiste, parkinsonien, cancéreux, cardiaque. Bon, ça, c'est OK. C'est pour les toxicomanes de presse, les gens qui lisent encore certains journaux subventionnés, comme la presse de Kretinsky ou la presse de Drahi. Mais ok, c'est des toxicos, pas de problème. Mais il ne faut pas que vous, créateurs de ces drogues dures et dangereuses et qui détruisent les neurones, on le voit bien, il ne faut pas que vous sniffiez votre propre saloperie. Never get high on your own supply. Enfin, c'est la base. Et c'est ce qui a été fait. Certains journalistes, certains analystes, je pense qu'ils étaient sincères, étaient complètement coqués aux conneries de la presse Kretinsky. Oui, il s'appelle vraiment comme ça, Kretinsky. Aux conneries de la presse Kretinsky et aux conneries de la presse Drive. Forcément, derrière, vous ne pouvez pas avoir une vision exacte du réel. Ce n'est pas possible. Et ça mène à des centaines de milliers de morts. Ah oui, ils étaient prompts. On se rappelle, pendant la crise Covid, tous les médecins de plateau à nous dire « Vous êtes responsable de la mort de votre grand-mère ». Eh ben moi, je suis tout aussi prompt qu'eux à leur dire « Vous êtes responsable, bande de crétins, de la destruction de l'Ukraine dont vous avez prétendu être les amis ». Mais non, vous n'étiez que des faux amis. Vous n'étiez que ces gens qui adore être du côté médiatique de l'histoire, qui adore la vertu ostentatoire, qui adore mettre une seringue et un drapeau ukrainien sur leur biographie. Toute la team NAFO et autres crétins qui ont entraîné leurs amis. Vous n'avez jamais été les amis de l'Ukraine. Vous n'avez même jamais rencontré d'Ukrainiens en Ukraine, bande de débiles. Mais vous avez mené droit leur pays à la destruction économique et même démographique. Aujourd'hui, oui, parce que moi j'ai encore des amis en Ukraine. Vous avez des gens de 47 ans qui sont enrôlés dans l'armée de force, 47 ans. Est-ce que vous mesurez les conséquences de vos conneries ? Est-ce que vous comprenez la responsabilité que vous avez eue à soutenir, de 2014 à aujourd'hui, une vision du monde, une rhétorique comparable à la rhétorique des néoconservateurs en Irak, comparable à la rhétorique des criminels de guerre en Libye, qui a mené droit à cette situation, dont l'Ukraine aujourd'hui ne peut plus se départir, pour ne pas dire se dépêtrer, parce qu'aujourd'hui toute l'initiative est dans le camp des Russes et il faut revoir les dont certains avaient même 5 galons dans l'armée française. Comment c'est même possible ? Je pleure de ça. Il y en a un que Xavier Moreau appelait Gamelin. Mon Dieu, c'était encore trop gentil. Ou méchant pour Gamelin. Comment des
qui pareil, on peut dire ah oui, la contre-offensive, vous allez voir ce que vous allez voir. On va utiliser des AMX-10 RC qui littéralement ont été développés pendant la guerre froide pour harceler les flancs d'une colonne attaquante russe qui serait passée par la trouée de Fulda. On va les envoyer droit sur des fortifications et des mines russes retranchées. C'est une excellente idée. Absolument excellente. Comment on a pu avoir des crétins pareils aux manettes? Bon, après tout, quand je vois ceux qui d'ailleurs aujourd'hui sont dans le viseur de la justice et de plusieurs plaintes, qui nous avaient vendu les merveilles de la Pfizer Love Potion et ses fameux 96% d'efficacité en 2 doses, comme avait dit Castex, eh bien, je comprends qu'on a simplement pris les mêmes amibes décérébrés pour faire de l'analyse militaire en Ukraine. Et ce sont les mêmes qui nous ont dit, bah écoutez, voilà, les Ukrainiens, eux, ils défendent leur pays, donc ils vont forcément gagner. Les Russes, bah, ce sont des orques complètement idiots, alcooliques, corrompus, dirigés par un autiste cancéreux cardiaque, et donc ils ne peuvent que perdre. Et en réalité, la situation, c'est qu'on a renforcé complètement l'armée russe, qu'on l'a entraînée, qu'on l'a rendue antifragile, qu'on a fait d'elle la développeuse des toutes nouvelles tactiques de guerre, en particulier avec des fantassins équipés de drones. Et aujourd'hui, aucune armée au monde ne sait mieux gérer une bataille moderne que la Russie. Bravo les champions, bravo. Et en face, l'Ukraine est amputée de 30% de son territoire, son économie est dévastée, elle a perdu 500 000 personnes dans la fleur de leur jeunesse et beaucoup plus encore de traumatisés, défigurés, estropiés. Et je ne parle même pas de tous ceux qui ont quitté le pays et qui peut-être n'y reviendront que dans une vingtaine d'années. Bravo les NAFO, bravo les petits drapeaux bicolores, bravo à vous. Vous êtes vraiment de la graine de champion. Et je ne vous vois pas vous excuser, dire pardon aux Ukrainiens. En fait, si on avait vraiment veillé à vos intérêts, on vous aurait dit en 2014, provoquez pas la deuxième puissance militaire mondiale. Et en fait, il est possible que les États-Unis vous aient dit que vous pouviez gagner cette guerre, mais qu'ils se soient copieusement foutus de votre gueule, parce que si on analyse l'histoire, c'est littéralement ce que les États-Unis font de leurs alliés avec une régularité de coucou suisse depuis des décennies. Comme l'avait très bien dit Kissinger, être l'ennemi des États-Unis est dangereux, mais être leur ami est fatal. Rappelez-vous que Saddam Hussein avait été un ami des États-Unis. Le mec a fini pendu le jour de l'Aïd. Voilà ce que les États-Unis font de leurs amis. Ils les utilisent et ils les jettent. Et croire une seule seconde pour les amis de l'Ukraine, que l'Ukraine n'allait pas être utilisée et jetée par les États-Unis si bienveillants et fraternels, eh ben c'était être con. Alors moi, je vais faire mon mea culpa par contre. Au début de ce conflit, je vous ai dit que la Russie avait quand même perdu la première partie. Alors je me suis empressé de dire et de rappeler la constante géopolitique de ce conflit qui était que la Russie ne pouvait pas perdre, qu'elle ne pouvait que gagner un peu, beaucoup, passionnément. Et aujourd'hui, le conflit s'achemine vers le fait qu'elle a au moins gagné un peu. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'elle va décider de gagner beaucoup, c'est-à-dire de prendre Kharkov et Odessa, mais qu'elle ne pouvait que gagner au moins un peu, à savoir garder le Donbass. Ça, c'était clair et net, il n'y avait pas de situation où l'Ukraine pouvait le lui reprendre. Mais au début, même moi, quand j'ai vu par exemple les VDV se faire massacrer, donc les descentniki, les parachutistes russes, se faire massacrer dans la prise de Gostomel, là je me suis dit quand même, là les Russes, ils ont merdoyé. Et en partie, ils ont merdoyé. Et puis après, on a appris, et là je dois faire mes excuses à Xavier Moreau, je ne l'ai pas attaqué pour ça, c'est un très bon analyste, mais j'étais juste pas tout à fait d'accord. Je me dis quand même, envoyer les VDV se faire massacrer, ça pouvait pas être une diversion. Et puis en fait, on a eu là les conversations de Boris Johnson qui ont montré qu'en effet, au début de la guerre, oui, eh bien, Poutine avait joué ses descentniki, ses troupes de choc, pour demander immédiatement une négociation avec Zelensky. C'est exact. Et il avait obtenu son objectif politique, puisque Zelensky était prêt à négocier. Et c'était ça, la prise de Gostomel. C'était pas une connerie militaire, c'était un objectif politique, coûteux en vie humaine certes, bon, pas aussi coûteux que la contre-offensive ukrainienne, qui allait être évidemment couronnée de succès d'après tous les crétins de plateau, qui ont du sang sur les mains, ne disons pas les choses autrement. Eh bien, en effet, la bataille ou l'escarmouche de Gostomel avait été couronnée de succès d'un point de vue politique. Mais c'est Boris Johnson qui a dit à Zelensky « Non, continuez à vous battre, on est derrière vous ». Et après, il n'y a qu'à voir comment Zelensky a été accueilli au sommet de Vilnius comme un vulgaire... Je ne sais même pas comment vous le dire, comme quelqu'un qui passe les plats. Et là, évidemment, il s'est rendu compte qu'il aurait dû mieux étudier l'histoire et que certes, des personnes réputées pour leur intelligence fulgurante, je parle bien entendu de George W. Bush, avaient dit qu'il était le Churchill du XXIe siècle, mais que l'histoire américaine aurait dû le prévenir de ce qu'à un moment donné, les États-Unis allaient se lasser de lui, en particulier sur le plan logistique. Et oui, on a d'un côté une armée russe qui a une logistique immédiate, et puis de l'autre,
Une OTAN qui essaie de ravitailler un ex-pays de l'URSS et du pacte de Varsovie avec des Kalachnikov et des Sukhoi, et qui va devoir tenter de lui fournir des F-16 pour lesquels ses pilotes ne sont pas formés, pour lesquels ses pistes ne sont pas adaptées, pour lesquels les munitions ne sont pas adaptées. Et on a une logistique extrêmement complexe d'un côté, extrêmement simple de l'autre. Or, l'invariant de la guerre, c'est que les amateurs parlent de stratégie, mais que les experts parlent de logistique. Et rien que sur cet aspect-là, on ne pouvait pas voir comment l'Ukraine pouvait gagner cette guerre en ayant une humiliation tombée du ciel, un Deus ex machina de l'armée russe. Et c'est ça, en réalité, ce que tous les experts de plateau avaient cultivé dans leur esprit drogué à la propagande américaine. Et c'est d'ailleurs cette même propagande qui donne le là, puisque c'est maintenant que CNN et que la BBC disent « Ah oui, il faut envisager que cette guerre soit perdue », qu'on retrouve la presse française qui dit « Ah oui, en fait, il faut envisager que cette guerre soit perdue pour l'Ukraine » et que l'Ukraine prenne sa paume comme quelqu'un qui s'est fait repasser sur les marchés boursiers et qu'elle arrête de perdre plus, qu'elle coupe ses pertes maintenant, ce qu'elle aurait dû faire depuis 1 an, et qu'elle ne perde pas plus, c'est-à-dire Kharkov et Odessa, parce qu'au bout d'un moment, c'est ça qui va se passer. Kharkov et Odessa. Donc même pour l'escarmouche de Gostomel au tout début de l'opération spéciale, reprenons ce terme d'ailleurs, on pouvait le voir comme un terme pur de propagande russe, mais en réalité, il a une base stratégique réelle, qui est que les Russes n'ont mobilisé que peu d'hommes. Alors pour plein de raisons. Ils pouvaient craindre, peut-être, que l'Ukraine ou l'OTAN utilise une bombe nucléaire tactique, pourquoi pas, enfin tous les scénarios étaient possibles, même c'était quand même assez peu envisageable face à une puissance nucléaire dominante comme la Russie. Mais tout de même, mobiliser énormément d'hommes aurait été dangereux. Et en effet, les Russes ont mobilisé que très peu d'hommes. Donc certes, il y avait une dimension de propagande au fait d'appeler ça opération spéciale, propagande aussi bien extérieure qu'intérieure, c'est-à-dire dire à la population russe, on n'est pas encore dans la posture des canons plutôt que du beurre, comme l'avait très bien analysé Jacques Sapir, l'approche de Poutine d'un point de vue économique était du beurre et des canons. Mais de l'autre, c'était aussi pour l'extérieur leur dire « Attendez les gars, j'ai pas tout mobilisé. Si jamais vous voulez qu'on joue au con, je peux sans aucun problème vous mobiliser un total de 700 000 hommes. » Et là, l'Ukraine est balayée. Et là, je peux aller jusqu'à Kiev si je veux. Alors, évidemment, les conséquences politiques de devoir absorber la partie vraiment non russophone de l'Ukraine, ça, c'est dangereux. Et ce n'est pas ce que Poutine veut. Par contre, loi de la guerre, aujourd'hui, on l'a mis dans une position où s'il veut prendre Odessa, il la prendra. Et en tout cas, s'il veut prendre Kharkov, il la prendra. Tout simplement parce que l'Ukraine n'est pas en position d'exiger un cessez-le-feu. Elle n'est pas en position, elle n'a pas infligé une défaite défensive à la Russie. Et pourtant, c'était ça sa meilleure carte à jouer. Ne surtout pas s'emballer dans une contre-offensive avec des chars légers, avec des blindés légers comme les AMX-10 RC, ou comme les Bradley, ou comme tous les autres blindés légers que l'Ukraine a utilisés pour monter à l'assaut des positions fortifiées russes. Il fallait être complètement jeté pour faire ça. Et c'est bien d'ailleurs parce que Zelensky était d'une part dopé, c'est un secret pour personne que le mec prend de la coke, et ça se voit à certaines de ses mimiques, mais au-delà de ça, doublement coqué. Coqué physiquement et coqué à la propagande occidentale qui lui disait « Vas-y, obtiens une victoire politique, va récupérer la Crimée », ce que les tarés de plateau nous disaient. Cassez vos télés, je ne vous le répéterai pas assez. La vraie résistance aujourd'hui, c'est d'avoir un projecteur, pas une télé pour pas être tenté d'aller sur les chaînes par défaut quand vous achetez votre télé, vous pouvez avoir les chaînes françaises, mais un projecteur, ne plus aller sur les chaînes françaises. Après tout, on a un chroniqueur qui a dit qu'il raserait Versailles. Mon Dieu, il est bien plus important de raser l'autorité télévisuelle en France. Regardez le sang sur les mains qu'elle a de son ami l'Ukraine. Et oui, c'est beaucoup plus facile d'être un vertueux ostentatoire que d'être un vertueux authentique. Ça, coller un drapeau sur sa biographie, n'importe quel crétin peut le faire. Et mon Dieu, ils ont été nombreux les crétins qui l'ont fait. Ceux qui ont mis leur avatar en bleu et jaune. Mais les vrais amis de l'Ukraine, ça aurait été Dominique de Villepin qui lui aurait dit ce qu'elle devait entendre. Vous ne pouvez pas gagner une guerre ouverte avec la Russie, alors arrêtez de planifier une telle guerre, ce que vous faites depuis 2014. Aux incitations de la CIA et de l'OTAN, arrêtez de faire ça. Ça va vous mener à la catastrophe. Ça va vous mener à une situation où vous ne pouvez pas gagner. Et quelques néoconservateurs fanatiques, radicalisés, disons-le, se sont dit « Ah, on a une vraie chance que le régime de Poutine s'effondre. » Le même régime qui fait du 60% d'opinion favorable dans les sondages, même des sondages qui viendraient d'agences de presse indiennes. Ah oui, le même, on va l'effondrer, bien sûr. Les gilets jaunes n'ont pas fait s'effondrer Macron, avec ses 20% d'opinion favorable
à certaines époques, mais par contre, ça c'est sûr, une guerre ukrainienne va faire s'effondrer le régime de Poutine. Et puis si c'est pas la guerre ukrainienne, ce sera bien sûr le coup d'État de Wagner. Lequel, a été redéployé en Biélorussie, et je n'ai pas été surpris de voir que malgré évidemment toutes les ironies des génies à drapeau bicolore, même France 24 avait rapporté que l'état-major ukrainien s'inquiétait de la présence de Wagner en Biélorussie. Et qui ne s'en serait pas inquiété, bande d'imbéciles? Donc vraiment, séparer dans cette époque du faux, dans cette époque du paraître plutôt que de l'être, dans cette époque où vraiment le but est d'agiter sa vertu plutôt que de la pratiquer. Dans cette vertu aussi ostentatoire que masturbatoire, disons-le, rappelez-vous que quelqu'un ou qu'un pays a deux types d'amis, les vrais et les faux. Et les vrais amis de l'Ukraine étaient ceux qui lui disaient depuis le début ce qu'elle devait entendre. Et les faux amis de l'Ukraine, ces pom-pom girls aux mains ensanglantées, sont tous les abrutis à drapeau, qui étaient d'ailleurs souvent des abrutis à seringue, on voit bien. C'est des gens qui n'ont pas de caractère et de personnalité, qui suivent la chose courante du moment, qui suivent ce que leur disent les médias dominants, qui s'affirment dominés, bien entendu. En tout cas, au moins intellectuellement et sur le plan